Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui, on va s'occuper de deux œuvres majeures de Shinichiro Watanabe. Cowboy Bebop de 1998 à 1999 et Space Dandy de 2014. C'est un acteur majeur de l'animation japonaise moderne et passée. Et ça c'est fort. Il a marqué plusieurs genres de l'animation japonaise, comme avec des segments d'Animatrix, encore avec le genre du mecha avec Macross Plus, ou Mobile Suit Gundam, ou même réaliste avec Terror in Resonance, ou musical avec Kids on the Slope. Auteur d'une vingtaine de séries ou de films d'animation, il a su marquer cette industrie par sa qualité constante et exceptionnelle. Bon, il n'y aura pas de spoil, hein, normalement. Mais de quoi ça parle ? Dans ces deux animés, Space Dandy et Cowboy Bebop, nous suivons un équipage spatial hétéroclite de chasseurs, de primes ou d'aliens rares, qui ont du mal à finir les fins de mois. Notre équipage est composé de Dandy, Cutie et Miaou pour Space Dandy, et de Spike, Faye, Jet, Ed et Ain pour Cowboy Bebop. La plupart des épisodes tournent autour d'une prime pour un bandit, la recherche d'un alien rare ou encore le passé d'un personnage. Pour un peu plus de background, dans Cowboy Bebop, la Terre a subi un accident lors d'un essai pour voyager dans l'espace plus rapidement. Depuis, il y a beaucoup de cowboys qui chassent les nouveaux gangsters de l'espace. Dans Space Dandy, il y a une guerre interstellaire entre l'Empire Gogol, oui c'est le nom, et l'Empire Gekro. Le Docteur Gel de l'Empire Gogol essaie de capturer Dandy à chaque épisode, sans qu'il s'en rende vraiment compte, car il n'a qu'une envie, aller aux boobies, des bars avec des femmes peu vêtues, à forte poitrine, des restaurants en quelque sorte. Nous allons parler des deux séries animées et du film Cowboy Bebop de 2004. On va essayer de savoir pourquoi ces deux animés sont des œuvres qui ont marqué le monde de l'animation japonaise. Bon on va commencer par le visuel en fait, car ils sont assez différents sur ce plan. L'un est assez sombre, avec des couleurs désaturées, qui donnent un aspect mélancolique, post-mortem à l'image, comme si la vie avait disparu de ce monde. Et l'autre est ultra coloré, en faisant diverses associations de couleurs, ce qui montre la joie de vivre qui déborde de l'image. Donc deux styles visuels complètement différents. On a aussi le droit à deux travaux sur les personnages bien distincts. On a affaire à une iconisation de nos protagonistes grâce à des petits effets. Par exemple, on peut nous les agrandir afin de les rendre plus imposants, plus importants. On peut nous les mettre sur des fonds atypiques lors d'un discours pour y donner de la consistance, de la passion, ou le plus fréquemment pour nous amplifier un sentiment de classe. On nous rajoute des éléments visuels quand il bouge, quand il parle, comme des petites étoiles, ce qui implique qu'il est tellement classe qu'il crée, qu'il invoque des étoiles, tel un dieu. Plus globalement, on a deux tendances. Cowboy Bebop garde la même colorimétrie et le même style visuel tout le temps, mais il est tellement maîtrisé. On peut quand même apercevoir des scènes en 3D et subjectives, souvent pour montrer les déplacements d'un ennemi et ainsi opposer ce point de vue avec celui en 2D de notre équipage. On a aussi des jeux de lumière très intéressants, toujours liés à la technologie, comme si cela permettait d'avoir un autre point de vue. Bon là je m'emporte un peu, on va pas se mentir. Pour Space Dandy, on change souvent de style graphique et d'ambiance globale, qui est souvent représenté par le trait, la forme des dessins ou la saturation des couleurs, qui changent assez souvent. Certains éléments comme des éclairs ou des destructions de planètes peuvent dérégler tout cela en changeant les codes. Mais on garde beaucoup de choix récurrents comme des déformations de notre image pour montrer un changement de dimension ou des plans avec un ciel important. Cela peut ressembler à du Monet ou alors le ciel peut se faire manger par la ville, sans se figurer, et rendre les scènes plus intenses. Leurs visuels sont donc très différents mais totalement maîtrisés. Comme l'audio tiens. La musique est ce qui caractérise le plus ces œuvres quand on en entend parler par les amis sur des sites. On va essayer de comprendre pourquoi. Déjà l'opening, j'en ai rarement vu qui sont aussi maîtrisés tout en étant en lien avec leur série. On a celui de Cowboy Bebop qui a une musique jazzy ultra dynamique tout en nous montrant nos personnages en action. On en conclut que ce sera une série aux musiques anciennes avec une mise en scène de nos jours. Et c'est le cas. Alors que Space Dandy, de la pop funky avec des images ultra colorées et ultra dynamiques nous montrant tout cet univers grandiose. On y voit Dandy triste qui devient heureux, ça représente le fait d'être optimiste, comme si c'était le message de l'œuvre bizarrement. Les endings sont bien différents avec une ambiance mélancolique comme Cowboy Bebop et plus calme mais joyeuse comme peut l'être Space Dandy.
Les genres musicaux et la façon de les introduire se succèdent à travers les épisodes. L'un est très énergique, il a donc des musiques dynamiques, sauf quand le style s'inverse, alors que l'autre se concentre sur le jazz et le blues, des musiques anciennes, comme pour montrer que le passé sera toujours présent dans la série et dans l'univers. On a aussi des scènes sans musique, pour faire monter la dramaturgie, ou alors en isolant du son, tel de la pluie, dans une scène importante qui couvre les paroles d'un personnage. Ou encore une voix qui résonne pour montrer l'importance de son éloquence. Ou plus étrange, des rires enregistrés qui sont en fait un alien ambianceur. D'accord, on fait comme ça. En gros, l'audio et les visuels sont forcément liés au genre des scènes et renforcent ces mêmes thèmes. Shinichiro Watanabe a tendance à mélanger les genres pour en faire quelque chose d'unique. Par exemple, dans Samurai Champloo, il mixe la musique hip-hop et le Japon féodal pour un alliage de qualité totalement cohérent. Ici, il nous sert un animé westernien, film noir d'arts martiaux, d'humour mélancolique, et une autre, funky spatial pulp, d'humour beauf métaphysique. Et tous ces mélanges fonctionnent parfaitement en plus. Cela donne des ambiances uniques dans le monde de l'animation japonaise qui donne de la vie à ces univers. Et puis, ce n'est pas que pour le style, il retire l'essence, l'origine de ces genres, pour en faire un alliage efficace et représentatif de chaque référence. On les retrouve dans des domaines spécifiques comme les combats, qui sont assez représentatifs de tout cela. On peut avoir des combats avec des musiques funky et des bruitages d'arts martiaux, comme si on était dans un film d'arts martiaux, comme Opération Dragon, avec des plans dynamiques pour rendre la scène urgente. En plus, il y a des références plus concrètes, et elles ne sont pas là pour rien. Par exemple, dans le générique de début de Space Dandy, il y a une image ressemblant très fortement à la planète interdite, pour un hommage, mais aussi pour montrer que c'est une œuvre du même genre. C'est un récit pulp. Plus flagrant, il y a un épisode horreur dans chacun des deux animés. L'un est basé sur des zombies et se concentre sur leur mode de vie après transformation, et l'autre est sur un genre de film comme Alien qui infecte le groupe en les mordant et en les rendant faibles. Cela sort du style des deux œuvres, mais marche parfaitement car ils sont maîtrisés en tant qu'épisode, mais aussi avec les codes du genre. Mais toujours avec le style de la série qui ne déroge pas à la règle. Ou encore pas mal d'influences d'Ashita no Joe pour le parodier en inversant les codes. Après la branlée d'un personnage, il balance une phrase beauf sur le postérieur de Scarlett, puis image figée en noir et blanc. Ou encore avec Dandy et Miaou qui se lancent sur un double contre croisé pour des raisons vraiment idiotes. Donc deux éléments mythiques d'Ashita no Joe, ici parodiés. Dans un style beaucoup plus réaliste, il y a un épisode procès où Dandy est accusé d'un meurtre. Le style s'adapte à ce genre de récit, avec un ton très sérieux, une ambiance lumineuse réaliste. Même la narration s'y adapte en prenant en compte l'univers spatial et les concepts scientifiques, avec des témoins de dernière minute, des péripéties, des trahisons, des délibérations de jury, etc. C'est un exemple où le genre prend plus le dessus sur la série, mais on y retrouve tout son esprit. Il y a aussi plein d'exemples comme des courses spatiales survitaminées, des épisodes contemplatifs, un épisode comédie musicale où nos personnages retournent au lycée, où le talent pour le chant crée des genres de caste et donc discrimine. Shinichiro Watanabe utilise les genres et leur image auprès du public pour en faire un autre langage, tout en gardant leur esprit. Une sorte de réinvention, de remix, pour faire passer des idées plus facilement. Tout cela grâce à toutes ces inspirations qu'il revendique, tout en incitant à diversifier ses sources d'inspiration pour élever les animés en général. Pour jouer avec les attentes notamment. Ça aussi c'est une bonne transition. Dandy est présenté par le narrateur et le générique comme quelqu'un de très classe, un dandy en soi. Pourtant, on en voit la véritable nature très rapidement. Il atteint la beaufrie assez facilement avec des phrases sur la volupté d'un postérieur ou la vivacité d'une poitrine. Du coup, nous avons un mélange entre ses ennemis qui le surestiment constamment et qui le redoutent, et lui-même qui essaye de draguer des femmes sans arrêt et glandouille. Mais les deux sont vrais, il peut être badass et un vrai héros, un vrai dandy, tout en étant beauf et motivé par les femmes. Un peu comme un certain Ryo Saeba. En plus, on a une mise en scène qui joue avec cela, avec le narrateur qui encense Dandy alors qu'il vient de faire une bêtise, des poses classe quand il tire alors qu'il rate toutes ses attaques, des comportements héroïques magnifiés par de saintes lumières motivées par ses amis et les femmes. Dans Cowboy Bebop, c'est un petit peu plus subtil que ça quand même, car quand on les voit pour la première fois, on croirait à des personnages pleins d'assurance, de charisme, accomplis, mais au fil et à mesure de la série, leurs carapaces se fendent pour laisser part
à leurs faiblesses et leur fragilité. C'est d'ailleurs une des différences scénaristiques entre les deux animés, mais on en parlera plus tard. Il y a aussi des morts gaguesques qui te surprennent constamment de par leur arrivée impromptue, provoquée par de simples actions de personnages qui ne s'en rendent même pas compte, comme si c'était le destin. On pourrait donc croire à une série uniquement humoristique, mais elle est souvent mélancolique, avec des morts, des événements possibles, mais qui n'auront pas lieu. Il y a même un épisode où Dandy se questionne sur la mort. Ne vit-on pas pour mourir, se dit-il? Suis-je vivant, se questionne-t-il? Sympa pour une comédie. On peut apercevoir tout cela, car la narration le permet. La structure narrative paraît similaire entre ces deux œuvres, mais pas tant que ça. Le scénario consiste en des enchaînements d'épisodes où il n'y a pas vraiment de lien narratif entre eux, à part qu'on retrouve nos personnages et un léger fil rouge narratif, surtout pour Cowboy Bebop. Ce sont plus des aventures de notre équipage, des épisodes autocontenus et autosuffisants, avec des éléments, des styles de narration récurrentes. L'un joue plus sur des événements qui influent notre équipage, notamment psychologiquement, et l'autre n'a quasiment pas de conséquences, puisqu'ils peuvent mourir, et pourtant ils seront tous là au prochain épisode. Donc ce sont vraiment des épisodes indépendants, avec en prime des styles de narration et des styles visuels souvent différents. En plus, le narrateur est très important, car dans l'un, il n'y en a pas, car il n'y en a pas besoin. L'histoire se raconte d'elle-même, et c'est aussi pour montrer que les personnages sont perdus sans un phare, qui est le narrateur. Dans Space Dandy, il représente le contexte de l'univers à chaque début d'épisode, mais aussi fait des petites remarques à certains moments et se fait reprendre, grondé par les personnages, comme si lui-même en était un. Le développement des épisodes se base surtout sur le quiproquo, le fait d'oublier la raison d'une quête, donc que les personnages soient un peu bunnés, comme si le récit naviguait dans cet univers en recherche d'un but ou d'un boobies. Des univers d'autant plus intéressants. Les univers spatiaux sont vraiment intéressants dans ces deux récits, tout en étant des reflets d'époques présentes et du passé. Ils permettent de donner corps à un background et à un décor immense. Déjà, on a deux points de vue différents. L'un reste dans le système solaire, avec des ethnies uniquement humaines, de par leur départ de la Terre inhabitable depuis l'accident de la Gate, et du coup de leur colonisation, avec une ambiance calme, comme l'espace quoi. L'autre est un espace sans limite, en termes de grandeur ou d'espèces différentes d'aliens possiblement rencontrables. On a l'impression qu'à chaque planète, il est possible de rencontrer des extraterrestres plus uniques les uns des autres, à tout point de vue, avec des pouvoirs psychiques, une dangerosité gigantesque, un design original, des aliens qui font perdre la mémoire aux gens avec un design original. En plus, il y aura toujours un Mobies là où ils iront dans cet univers. Mais en plus, ils sont reliés à des choix de design colorimétriques assez marqués. On a soit un espace assez réaliste, assez sombre et qui a une colorimétrie assez terne, tel un film noir hollywoodien, soit on a un mélange unique de couleurs qui marque la rétine et qui donne l'impression de n'avoir aucune limite visuelle. Et cela s'incruste dans les tons globaux des séries, thématiques et graphiques. On a aussi affaire à des univers technologiquement élevés qui questionnaient déjà des thématiques bien actuelles, comme le transhumanisme, le danger d'internet avec les virus, les hackings, l'absorption par les réseaux sociaux, le clonage ou la modification génétique, les armements bactériologiques, etc. Tout en étant archaïque, avec des planètes touchées par la crise, revenues à une époque jurassique, avec des infrastructures proches des nôtres, ravagées par l'humain lui-même. D'ailleurs, en parlant de planètes, c'est un peu une spécialité de Space Dandy quand même. Je n'ai jamais vu autant de planètes variées et originales au concept propre et unique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une planète avec des mini-environnements, dans des bulles implantées, avec des plantes mouvantes et intelligentes, comme on peut avoir une planète vacances pour couple, ou encore une planète limbe, ou une planète lycée. Et ce n'est que quelques exemples, parmi tant d'autres, mais tant d'autres. En plus, car cela ne s'arrête jamais, on peut observer des logiques de physique assez intéressantes. On a la classique distorsion pour voyager très rapidement, voire encore mieux avec des voyages dans le temps, ou des changements de dimension ou d'univers. Il y a un épisode qui représente tout cela, c'est celui sur la course galactique, où tous ces éléments sont présents, dans une mise en scène dynamique comme Redline. Allez le voir au passage, c'est une tuerie. Ou un épisode des Fous du Volant. Bon, là on va changer un peu d'ambiance, avec Cowboy Bebop, qui a une ambiance beaucoup plus mélancolique. Pas nostalgique, mélancolique. Notamment par le fait que ce ne sont que des humains. Et cela se voit visuellement par l'imagerie de publicité des flash news pour les chasseurs de primes,
ou encore les publicités directement dans l'espace. Une sorte de privatisation de l'espace quoi. De plus, les combats politiques changent également. L'écologie y est représentée, en bien comme en mal. Ou encore le rapport avec la religion et son opposition mélange avec les nouvelles technologies. Que cela soit une secte d'émigrés électroniques, la présence du concept de karma et de flux pour combattre, l'après-mort. En gros, ces univers sont uniques à tout point de vue. Ils sont la représentation d'un passé et d'un présent, et sont traversés par des âmes vagabondes à la recherche de buts. Trouver le but de sa vie d'ailleurs, et se sentir vivant, est vraiment quelque chose d'important dans sa vie. Ici, c'est un thème sous-jacent des deux œuvres. Dans Cowboy Bebop, les personnages sont comme des âmes errantes qui cherchent leur voie, un endroit où s'attacher, car leur passé est trop fragile et n'ont pas réussi à s'en détacher pour vivre pleinement. Ils n'ont donc aucun but, et vagues, sans objectif, sans direction vers un futur radieux, un peu comme leur navire qui voyage et dérive dans l'espace assez fréquemment. Spike représente le plus cette idée. Il reste lié à son amante Julia, il est mort pour elle et n'a donc plus de but. Mais ça vaut aussi pour les personnages secondaires. Par exemple, on a une femme qui est toujours affectée par la mort de son mari et a toujours de la haine envers ce métier. Ou un personnage éternel qui a vu toute sa famille mourir. Ou encore Faye, qui n'arrive pas à savoir qui elle était. Leur passé n'a pas l'air d'avoir le moindre effet positif sur eux. On a l'impression que c'est une sorte de malédiction à laquelle ils n'arrivent pas à s'en séparer. De plus, leur vie est dirigée par le hasard, comme si c'était la seule façon de trouver un but. Déjà, Chasseur, c'est l'exemple même du mode de vie semblable à de la roulette russe. Trouver un criminel au détour d'une rue, tomber sur la bonne info. De plus, ils vont souvent au casino ou à des courses hippiques pour défier ce destin si imprévisible, et aussi car ils n'ont pas de base solide sur lesquelles se rattacher. C'est pour cela que Spike va souvent voir un voyant pour qu'il l'aide à trouver sa voie, car il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où le destin va le mener. Ou alors se mettre en danger pour se sentir vivant, se prouver qu'on existe, défier le destin. Comme le fait souvent Spike, ou des personnages secondaires qui recherchent un bon adversaire avant de s'éteindre. Spike le dit lui-même, les hommes veulent se prouver qu'ils sont vivants. Ils veulent se le prouver, car ils doutent quand il est en danger. Des fois il se dit, au pire je meurs, ou alors ça m'embêterait de mourir. Comme si le doute le dévorait. Comme s'il cherchait une porte de sortie qu'il peut atteindre, seulement en trouvant un sens à sa vie. Mais en fait, les buts de ces deux œuvres sont totalement différents. C'est soit vivre la vie pleinement, c'est une série d'aventures, ou qu'est-ce qui nous rend vivants? La vie vaut-elle d'être vécue? Space Dandy se concentre sur un sentiment de joie et de positivisme perpétuel. Malgré les épreuves, il faut garder le sourire. Il y a un épisode zombie qui représente ce message, qui au lieu d'être triste, car sur l'horreur pure, se concentre sur la vie des zombies, qui est donc éternelle, et qui consiste en désespoir et viande crue, et n'ont donc plus de but pour leur existence. Ils essaient de le chercher, tout en essayant de vivre, ou plutôt survivre. On peut aussi avoir une recherche de but qui donne un résultat assez négatif, avec deux aliens qui se font la guerre, mais avec le temps, ils ne savent plus pourquoi. Ce sont tous des âmes vagabondes, omnubilées par leur but dans la vie. C'est aussi à cause de leur passé trouble qu'ils ont besoin d'un objectif, comme une sorte de phare dans leur vie. Spike disait que son œil droit regarde le passé, et le gauche regarde donc le présent. Il est donc tiraillé physiquement entre son passé et son futur, semblable à un état de rêve où il essaye de se réveiller. Il est comme un corps sans contenu, une sorte d'âme vagabonde. En plus, vagabonder, c'est être à la recherche perpétuelle de quelque chose. Ici, nos équipages recherchent toujours un individu qui leur permettra de survivre plus longtemps, similaire à un genre de compte à rebours. On a même le droit à des épisodes road movie. Cela marche parfaitement avec le vagabondage, car ce genre, c'est aller d'un endroit à un autre tout en cherchant quelque chose. Nous avons aussi des épisodes attitrés à des personnages, où ils ont soit affaire à leur passé, ou soit se basent sur une recherche. Nous avons aussi des personnages en décalage avec ce monde, qui les rendent en un état de perdition constant. On peut avoir un cow-boy à cheval en inadéquation avec la technologie actuelle, une sorte d'erreur temporelle. On a aussi le droit à un personnage bloqué dans une sorte de trou noir, où il s'est caché pour fuir son passé et vivre sa vie pleinement. Même si maintenant il est seul, tellement qu'il a oublié ce qu'était la solitude, mais ne veut pas en partir. Ou surtout un personnage hypnotisant des gens
car c'est un hologramme d'une personne dans le coma, une sorte de représentation de son subconscient. Il essaye de vivre dans un monde où il n'est plus, car il est déjà mort. C'est totalement en contraste avec des personnages qui, eux, parcourent le récit vraiment comme des vagabonds. Mais c'est leur but, leur choix de vie. Je pense aux 3 personnes âgées dans Cowboy Bebop qui sont à différents endroits près de notre équipage, comme si c'était pour nous montrer un groupe qui, eux, n'ont aucun problème de passé, de but. Car comme Spike l'a dit, le passé ce n'est pas important, il reste le futur. Et eux l'ont bien compris. Ces passés se multiplient, se ressemblent. Cela peut nous faire penser à une sorte de cycle. Car il y a tout un thème du cycle dans ces 2 œuvres. En quelque sorte, la mort n'est pas une fin en soi. L'existence perdure. Ce n'est qu'un nouveau cycle qui redémarre. Même si elle est présente partout, bénéfique comme négatif. Dans Space Dandy, c'est assez flagrant. L'équipage peut mourir, l'univers peut disparaître, on les retrouvera toujours plus tard. Comme si ce n'était qu'une étape dans l'aventure. Dandy n'est pas affecté par la dangerosité d'action qu'il va commettre. Et quand il s'en aperçoit, elle se dit « Tant pis » ou encore « Je n'y avais pas pensé ». Comme si ce n'était qu'un détail, que ce n'était pas si grave. Le message de fin de l'anime va totalement dans cette direction. Il y a même un épisode où notre équipage va sur une planète où ils revivent la même journée jour après jour, sans même s'en apercevoir. Où ils revivent la même journée, comme si c'était leur quotidien. Ou un autre, ou un personnage qui va mourir, dit à Dandy, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Cela compile ces messages, surtout par ce que représente ce personnage. Ou encore on peut retrouver des personnes mortes qui continuent d'avoir de la joie, sous une autre forme. Cela donne un effet éphémère à l'existence. Ou même, en parlant de leur quotidien, boobies, recherche d'un alien, pas ou faible récompense, errance, boobies. Comme Cowboy Bebop, avec l'équipage qui, en début d'épisode, est souvent sans le sou, mort de faim. Cette situation est donc une forme de status quo. Pour eux, c'est leur base. Pareil, les personnages se disent souvent au revoir ou bienvenue à des moments clés, comme si un cycle recommençait ou se terminait. Comme cette vidéo qui se termine bientôt d'ailleurs. Pour conclure, ce sont 2 animés s'inspirant de nombreux autres médias qui prennent d'énormes risques, ce qui leur donne de l'intérêt. De sorte d'ovnis dans le monde des animés, qui sont très proches, tout en étant assez éloignés, dans des styles totalement différents, avec des qualités sonores et visuelles uniques. Ils ont marqué cette industrie artistiquement, en mélangeant les genres, en prenant des choix artistiques très osés, et en sortant des sentiers battus. Shinichiro Watanabe a su créer des œuvres de science-fiction de très bonne qualité, technique comme artistique, tout en réinventant ce genre en général. Ils ont réussi à élever le niveau de l'animation japonaise, grâce à des visions d'auteurs et d'artistes, ce qui est beaucoup trop rare dans cette industrie et pourrait la mener à sa perte. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez adoré. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à suivre ma page Facebook et Twitter. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, à plus et lisez des mangas.